Ma fiancée a lancé un live et a déclaré « J'ai hâte d'épouser ce pauvre imbécile et de prendre la moitié de son argent. Il est tellement stupide qu'il pense vraiment que je l'aime. » Elle a ri, le plus gros jackpot de ma vie, grâce au pigeon le plus naïf que je connaisse. J'ai commenté « La blague est sur toi, le mariage est annulé. » Son visage s'est figé en plein direct. Ça va être long, mais je vous promets que ça vaut la peine. J'ai 26 ans, je suis un homme, et je travaille comme chef de projet pour une entreprise de construction de taille moyenne. Jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir ma vie bien en main. Ma fiancée Madison et moi étions ensemble depuis presque 3 ans, fiancés depuis 8 mois, et nous planifions ce que je croyais être le début de notre éternité ensemble. En fait, laissez-moi revenir un peu en arrière. Je devrais probablement expliquer comment on en est arrivé là, parce que ça rendra la vengeance encore plus savoureuse. Madison est une apprentie influenceuse sur Instagram qui a commencé son parcours fitness il y a environ 1 an et demi. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle travaillait à mi-temps dans une boutique de vêtements, peinait à payer le loyer de son studio. Moi, je m'en sortais plutôt bien. Pas riche, mais j'avais gravi les échelons en passant de simple ouvrier à chef de projet, et je gagnais environ 78 000 $ par an, ce qui allait loin dans notre ville de taille moyenne. Naturellement, j'ai commencé à l'aider, je payais les dîners, je couvrais son assurance voiture quand elle était juste, ce genre de choses. Elle était gentille au début, promettait toujours qu'elle me rembourserait quand sa marque décollerait. Ça ne me dérangeait pas. Je l'aimais, et je me disais que c'est ce qu'on fait quand on construit une vie à deux. Le truc Instagram a commencé innocemment, avec peut-être 300 abonnés, elle postait des vidéos d'entraînement et ses stupides stories, ce que je mange dans une journée. Mais ces 6 derniers mois, quelque chose a changé. Elle a commencé à gagner des abonnés, en avait environ 4800 quand tout ça est arrivé, et soudainement, elle parlait de création de contenu et de développement de sa marque personnelle comme si elle était une sorte de magnate des affaires. J'aurais dû voir les signaux d'alarme. Elle a commencé à poser plus de questions sur mon travail, mon salaire, mes économies. Toujours en disant que c'était pour planifier notre avenir ensemble ou qu'elle voulait mieux comprendre mon univers. Je trouvais ça mignon qu'elle s'y intéresse. Mon Dieu, j'étais tellement idiot. Bref, il y a 3 mois, un mercredi après-midi, je travaille depuis la maison, en train de passer en revue des calendriers de projet sur mon ordinateur portable, quand j'entends Madison se préparer pour l'un de ses lives habituels. Elle en faisait un chaque mercredi à 16 h, généralement pour parler de routine d'entraînement ou répondre aux questions de ses abonnés. Rien qui attirait vraiment mon attention. Mais cette fois, c'était différent. 10 minutes après le début de son live, j'entends sa voix changer. Elle prend ce ton de commère, celui qu'elle utilise au téléphone avec ses copines pour dénigrer les gens qu'on connaît. « Vous m'avez toutes demandé où en est l'organisation du mariage, » dit-elle, et je sens l'excitation monter dans sa voix. Et j'ai un potin vraiment juteux à partager. Je mets mon travail sur pause. Madison n'a jamais parlé de notre vie personnelle dans ses lives. Elle a toujours dit qu'elle voulait garder certaines choses privées, ce que je respectais. Je sais que certaines pensent que je suis folle de me marier aussi jeune, continue-t-elle, de plus en plus forte, mais honnêtement, j'ai tout compris. Quelque chose se noue dans mon estomac. Qu'est-ce qu'elle veut dire par tout compris? Ryan gagne très bien sa vie dans la gestion de chantier, et il est complètement à côté de la plaque niveau protection financière. Je reste figé. C'est faux. Je suis plutôt prudent avec l'argent. J'ai un compte épargne décent, un plan 401K, même un petit fonds d'urgence. De quoi elle parle? Et le meilleur dans tout ça, dit-elle en riant, c'est que quand j'aborde les sujets d'argent, il dit juste qu'on verra ensemble. Pas de contrat prénuptial, pas de compte séparé, rien. Cet homme va m'épouser sans aucune protection. Je me lève discrètement et m'approche de la porte entre nos pièces. Je dois mal entendre. J'ai fait mes recherches, et dans notre état, j'ai droit à la moitié de tout ce qu'on acquiert pendant le mariage. La moitié de son salaire, la moitié de ses économies, la moitié de ses contributions au 401K. Elle glousse comme si c'était la blague la plus hilarante au monde. Mes mains tremblent. Et vous ne savez même pas le meilleur, ajoute-t-elle. Son entreprise est sur le point de décrocher un gros contrat municipal. On parle de millions, plus d'heures supplémentaires, de meilleures primes, peut-être même une promotion pour lui. Elle parle du projet de revitalisation du centre-ville pour lequel mon entreprise a soumis une offre. Je lui en avais parlé rapidement il y a quelques semaines, mais ce n'est même pas encore confirmé. Comment connaît-elle tous ces détails? Alors je dois juste rester marié pendant genre 3 ou 4 ans, le laisser nous construire un petit nid douillet,
j'ai hâte d'épouser cet imbécile et de prendre la moitié. Je reste là, complètement choqué. La femme avec qui je prévois de passer ma vie vient de me traiter d'imbécile et d'exposer son plan pour me ruiner financièrement, devant des centaines d'inconnus sur Internet. Je saisis mon téléphone et ouvre Instagram, je lance son direct, et elle est là, souriante devant la caméra tout en décrivant calmement comment elle va me rouler. Les commentaires défilent, certains rient, d'autres demandent si c'est une blague, quelques-uns disent que c'est malsain. Avec les doigts tremblants, je tape « La blague est sur toi, le mariage est annulé ». Je la regarde lire le commentaire, et voir mon nom. Son visage se décompose, la couleur disparaît complètement. « Oh, oh non !» murmure-t-elle en regardant directement la caméra. « Les gars, je crois que Ryan vient de voir le live. » Encore plus de commentaires arrivent, les gens demandent si c'est vrai, si c'est vraiment moi qui ai commenté. Les mains de Madison tremblent visiblement pendant qu'elle essaie de lire. « Ryan, si tu regardes, je plaisantais. C'était juste du contenu, tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Mais c'est fini. » Je tape un autre commentaire, « Fais tes valises, tu as 2 heures. » Elle coupe le direct immédiatement, et je l'entends courir vers notre chambre. « Ryan ? Ryan ? Où es-tu » Quand elle me trouve debout dans le couloir, toujours avec mon téléphone à la main, son visage est en panique totale. « Ryan, Dieu merci. Écoute, ce live c'était juste pour faire de l'engagement. Je jouais la comédie pour l'algorithme. » Je la regarde fixement. Comédie à propos du fait de planifier me voler la moitié de mon argent ? Ce n'était pas du vol, je jouais un personnage. Tu sais comment fonctionnent les réseaux. La controverse fait des vues. Madison, tu as fait des recherches sur les lois du divorce. Tu connaissais des détails spécifiques sur le partage des biens. J'essayais juste de paraître convaincante. Tu m'as traité d'imbécile. Tu avais une chronologie pour combien de temps tu allais rester marié. Elle pleure maintenant, son mascara coule sur ses joues. Ryan, je t'aime. Je veux t'épouser parce que je t'aime. Non, je dis, d'une voix étonnamment calme. Tu veux m'épouser parce que tu crois que je suis assez stupide pour te laisser me dépouiller. Et c'est là que je réalise que ce n'est pas juste une question d'annuler le mariage. Il faut que je m'assure qu'elle ne puisse jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Alors que Madison pleure et supplie, je me rends compte que tout ce que je croyais savoir sur notre relation était un mensonge. Mais je commence aussi à penser avec clarté, pour la première fois depuis des mois. Madison, je veux que tu partes. Maintenant. Ryan, s'il te plaît, on peut arranger ça. Non, on ne peut pas rassembler tes affaires et pars. Elle sanglote, essaie d'agripper mon bras. Je vais aller où ? C'est chez moi aussi. Ton nom n'est pas sur le bail. Tu as 2 heures avant que j'appelle les flics. Elle finit par partir, mais pas sans avoir tenté toutes les tactiques de manipulation possibles, les larmes, la colère, les promesses de supprimer le live, les menaces de raconter à tout le monde qui je suis vraiment. Je ne cède pas. Une fois qu'elle est partie, je m'assieds avec un bloc-notes et je commence à écrire tout ce dont je me souviens sur notre relation financière au cours des 3 dernières années. Et c'est là que je commence à voir le tableau d'ensemble. La demande d'aide pour le loyer juste après que j'ai mentionné une augmentation. Le fait qu'elle proposait toujours des restaurants chers autour du moment où je recevais mes primes trimestrielles. Comment elle évoquait sa dette de carte de crédit dès que je parlais de mettre de l'argent de côté. Je commence à passer en revue mes relevés bancaires. Rien que l'année dernière, je l'avais aidée avec $1 200 pour ses réparations de voiture, $800 pour sa caution quand elle a emménagé chez moi, $600 pour son nouveau téléphone, $400 pour son abonnement à la salle et ses séances avec un coach, $300 pour son matériel de création de contenu, sans compter les innombrables dîners, courses et autres dépenses. On parle de presque $4000 de paiement direct, sans inclure tout ce que j'ai absorbé comme dépenses communes. Et ce n'est que ce que je pouvais suivre facilement. Mais ce qui me frappe vraiment, c'est que je me remets à penser différemment à certaines conversations. Comme quand elle faisait tout pour éviter de parler de me rembourser, ou qu'elle s'énervait dès que je mentionnais l'idée de comptes séparés après le mariage, ou encore la manière dont elle posait toujours des questions très précises sur mes projets professionnels et mon salaire. Je pensais qu'elle me soutenait. En réalité, elle faisait une étude de marché. Le lendemain matin, je suis au travail, j'essaie de me concentrer sur une inspection de chantier, quand mon téléphone se met à vibrer sans arrêt. Apparemment, quelqu'un a enregistré son live avant qu'elle ne le coupe, et maintenant il fait le tour des réseaux sociaux. Mon collègue Jake vient me voir vers midi. Mec, c'est vraiment ta meuf, ça ?
Il me montre son téléphone. C'est un TikTok avec comme légende, voilà pourquoi les contrats prénuptiaux existent, et on voit Madison, très clairement, parler de prendre la moitié de mon argent. C'était ma meuf. On a rompu hier soir. J'écoche juste la tête, bonne décision, mec. C'est vraiment de la folie, mais je ne suis pas satisfait de juste avoir évité une balle. Je n'arrête pas de penser à ce qu'elle a dit, à ses recherches sur les lois du divorce, à son calendrier, à sa certitude que j'étais trop stupide pour me protéger. Elle préparait ça depuis des mois, peut-être même plus longtemps. Ce soir-là, je fais mes propres recherches. Je consulte les lois sur le divorce dans notre État, la division des biens, les contrats prénuptiaux, tout le système, et je commence à comprendre à quel point j'aurais été foutu. Dans notre État, tout ce qui est acquis pendant le mariage est divisé à parts égales, 50-50. Ça inclut les revenus, les cotisations pour la retraite, et même le potentiel de revenus futurs dans certains cas. Si on était resté marié pendant 5 ans avant de divorcer, elle aurait pu partir avec la moitié de tout ce que j'avais construit. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'elle avait raison au sujet du contrat municipal. Mon entreprise venait tout juste d'apprendre que nous étions les mieux placés dans l'appel d'offres. Ça allait signifier beaucoup d'argent pour moi, potentiellement me faire passer au-dessus de la barre des 6 chiffres d'ici 2 ans. Elle comptait là-dessus. Elle misait tout dessus. Je suis allongé dans mon lit cette nuit-là, les yeux fixés au plafond, quand une pensée me frappe. Madison se croit tellement intelligente. Elle pense m'avoir manipulé à la perfection, jusqu'au moment où elle s'est fait prendre. Mais elle a commis une erreur cruciale, elle m'a sous-estimé. Je commence à faire une liste de toutes les personnes qui ont pu voir ce live. Ses abonnés, évidemment. Mais aussi les personnes qui l'ont partagé, les amis communs qui ont pu en entendre parler. Je pense à ses parents, à sa sœur, à ses collègues dans cette boutique. Mais surtout, je pense à son avenir, à sa marque, à ses projets de devenir influenceuse. Et c'est là que je commence à sourire pour la première fois depuis que toute cette histoire a commencé. Vous voyez, toute l'identité de Madison reposait sur le fait d'être cette fille douce, authentique, passionnée de fitness, qui voulait juste inspirer les gens à vivre leur meilleure vie. Elle avait des accords de sponsoring en préparation, elle discutait avec une marque de compléments alimentaires pour un partenariat. Tout son futur dépendait du fait que les gens la voient comme quelqu'un de digne de confiance, de sincère. Et elle venait de montrer au monde entier qu'elle était une manipulatrice calculatrice, une croqueuse de diamants. Je ne voulais pas seulement mettre fin à cette relation. Je voulais m'assurer qu'elle ne pourrait jamais refaire ça à quelqu'un d'autre, et je voulais que tout le monde sache exactement qui elle est vraiment. Il est temps de passer à l'action. Je me réveille le lendemain matin avec un plan. Pas un simple plan, un plan systématique, méthodique, pour m'assurer que le petit projet de Madison lui explose en plein visage. Première étape, la documentation. Je passe tout le week-end à fouiller dans 3 ans de messages textes, emails, relevés bancaires, tout. Je construis une chronologie de sa manipulation, et c'est encore pire que ce que je pensais. Je trouve des messages où elle parle à ses copines de « sécuriser le pactole » et de « jouer sur le long terme », des captures d'écran de ses recherches Google sur « comment maximiser le montant d'un divorce » et « durée moyenne d'un mariage avant divorce ». Elle planifiait tout ça depuis plus d'1 an. Mais le vrai trésor, c'est son ordinateur portable. Elle l'a laissé derrière en partant précipitamment, et je connais son mot de passe, parce qu'elle m'avait déjà demandé de l'aider pour des problèmes techniques. Je ne devrais probablement pas fouiller dedans, mais honnêtement, après ce qu'elle a tenté de faire, je ne me sens pas très concerné par l'éthique. Ce que je découvre me met hors de moi. Elle a tout un dossier intitulé « Nos finances », avec des captures de mes bulletins de paie, de mes relevés 401K, même de mon rapport de crédit qu'elle a réussi à obtenir je ne sais comment. Il y a un tableur qui calcule mes revenus potentiels issus du contrat municipal, la croissance estimée de mes économies, les montants approximatifs du règlement en cas de divorce. Elle traitait notre relation comme un business plan. Mais voilà la partie magnifique, elle documentait tout. Des conversations par message avec sa sœur à propos du plan, des recherches Google sur « comment cacher des biens pendant un divorce », même un brouillon de mail destiné à un avocat, pour discuter de comment protéger ses intérêts pendant le mariage. Elle avait littéralement bâti tout le dossier contre elle-même. Je capture tout, je sauvegarde sur plusieurs supports, et je commence à organiser le tout dans un fichier complet. Mais je ne fais pas que collecter des preuves. Je réfléchis stratégiquement à comment les utiliser. La faiblesse de Madison, ce n'est pas seulement sa cupidité. C'est qu'elle est fière de sa cupidité. Elle pense être plus maligne que tout le monde, et elle ne peut pas s'empêcher de s'en vanter.
Ce live n'était pas une erreur. C'était son arrogance. Et les gens arrogants font des erreurs. Je commence à contacter les personnes de son entourage. Pas directement, je ne suis pas idiot. Mais je connais son ancienne colocataire, avant qu'elle n'emménage chez moi. Je connais ses collègues. Je connais le copain de sa sœur. Et je sais exactement comment semer des graines de doute. J'envoie un message à son ancienne coloc, « Salut, juste pour te prévenir que Madison et moi avons rompu. Elle pourrait chercher un endroit où loger. Aussi, fais gaffe si elle te demande de l'argent, j'ai découvert qu'elle n'avait pas été très honnête sur sa situation financière. » Je contacte Jake, mon collègue, cette vidéo de Madison, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle planifiait ça depuis plus d'1 an. J'ai les preuves si quelqu'un pose des questions. J'envoie un message à mon pote qui bosse chez la marque de compléments avec laquelle elle discutait, « Mec, tu dois voir ça avant que vous signiez quoi que ce soit avec Madison. Elle n'est pas du tout celle qu'elle prétend être. » Je ne propage pas de mensonges. Je m'assure simplement que la vérité se sache. Pendant ce temps, Madison essaie de limiter les dégâts. Elle publie une longue story Instagram dans laquelle elle explique que le live était une satire, un contenu de commentaires social sur les dynamiques toxiques dans les relations amoureuses. Elle prétend qu'elle jouait un personnage pour mettre en lumière comment la société pousse les femmes à dépendre financièrement. C'est du pur mensonge, et quiconque a vu le live original sait qu'elle ne jouait pas un rôle où elle se vantait. Mais certaines personnes y croient. Son nombre d'abonnés chute de 4800 à environ 3200, mais elle a encore des soutiens. Des gens commentent à quel point elle est courageuse de s'exprimer sur ces sujets. C'est là que je réalise que je dois passer à la vitesse supérieure. Je commence la phase 2 de mon plan. Si Madison veut jouer la victime, je vais lui donner une vraie raison de se sentir victime. Je rédige une lettre à ses sponsors potentiels, avec des captures d'écran de ses recherches sur les lois du divorce et de ses conversations parlant de « sécuriser le pactole ». Mais je ne l'envoie pas tout de suite. J'attends le bon moment. Je commence aussi à documenter toutes ses tentatives de me contacter, les messages vocaux en larmes, les textos en colère, les messages de ses amis essayant de me culpabiliser pour que je l'écoute. Je sauvegarde tout, parce que voilà ce que Madison ne comprend pas, je ne suis plus le même gars qui l'a soutenu aveuglément pendant 3 ans. Elle a réveillé quelque chose en moi quand elle m'a traité d'imbécile, quelque chose de froid, de calculateur et d'absolument impitoyable. Elle voulait jouer avec mon avenir. Très bien. On va jouer. Mais cette fois, c'est selon mes règles. Je passe la semaine suivante dans le silence, avec prudence. Je ne réponds à aucun message. Je n'interagis pas avec ses publications. Je fais qu'observer, attendre et planifier. Parce que la meilleure vengeance, ce n'est pas la colère brûlante. C'est la patience froide et la destruction totale. Et je ne fais que commencer. 2 semaines après le désastre du live, Madison commence à croire qu'elle est tirée d'affaire. Ses stories Instagram sont redevenues normales, vidéos d'entraînement, recettes de smoothies, le baratin habituel d'influenceuse. Elle a même regagné quelques abonnés, principalement des gens qui ont cru à son explication de contenu satirique. Mais moi, j'ai été occupé. D'abord, je contacte mon avocat. Pas pour un divorce, puisqu'on n'était pas mariés, mais pour toute autre chose. Il s'avère que quand Madison a accédé à mon rapport de crédit sans autorisation, elle a commis un crime fédéral, vol d'identité. Même si elle n'a pas utilisé les informations de manière malveillante, obtenir des données financières d'une personne sans son consentement est une infraction grave. Les yeux de mon avocat s'illuminent quand je lui montre les captures d'écran. C'est du tout cuit, dit-il. Vous pouvez intenter une action pénale et civile. Je ne cherche pas à l'envoyer en prison, mais je veux qu'elle comprenne qu'il y a des conséquences à ses actes. Nous déposons une plainte à la police et lui envoyons une lettre de mise en demeure lui ordonnant de supprimer toutes mes informations personnelles et de cesser toute tentative d'accès à mes comptes. La lettre est livrée à son nouvel appartement. Oui, je sais où elle habite maintenant. Elle est retournée dans son petit studio miteux, probablement en galère pour payer son loyer sans mon aide. Mais ce n'est que l'apéritif. Voyez-vous, Madison essaie de reconstruire sa marque autour de ce récit de « Je suis victime d'un malentendu ». Elle fait des lives Instagram sur le dépassement de soi et sur le fait de rester authentique dans un monde qui veut vous écraser. Ça me donne envie de vomir. Alors je décide qu'il est temps de rappeler à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. Je crée une adresse email anonyme et je commence à contacter les personnes qui ont partagé la vidéo originale. Je ne leur demande rien. Je leur fournis simplement du contexte supplémentaire, capture d'écran des recherches de Madison,
de ses conversations sur sa stratégie à long terme, de ses tableurs calculant mes gains potentiels. Je ne publie rien en public. Je m'assure simplement que les bonnes personnes aient accès à toute l'histoire. L'effet est immédiat. Les commentaires sur ces publications deviennent plus sceptiques. Les gens posent des questions plus dures. Quelqu'un commente sous une de ces vidéos d'entraînement, comment peut-on faire confiance à des conseils fitness venant de quelqu'un qui a menti sur tout le reste? Madison supprime le commentaire, mais d'autres apparaissent. Puis je joue ma carte maîtresse. Vous vous souvenez de la marque de compléments alimentaires avec laquelle elle voulait signer un contrat? Mon pote qui y travaille me tient au courant. Ils hésitaient déjà à bosser avec elle, même avant l'histoire du live. Son taux d'engagement n'était pas génial, et ils doutaient de son authenticité. Je leur envoie un email détaillé avec toutes les preuves de la tromperie de Madison, pas seulement le live, mais tout, les recherches financières, les conversations sur la manipulation, l'approche calculée de notre relation. Le message n'est ni en colère, ni émotionnel. Il est professionnel, factuel et dévastateur. Je voulais vous informer de certains éléments préoccupants concernant le caractère et les pratiques commerciales de Madison, j'écris, en tant que personne directement affectée par son comportement trompeur, je pense que vous devriez avoir l'image complète avant de vous engager dans une relation professionnelle avec elle. J'annexe les preuves et j'envoie. 3 jours plus tard, Madison publie une story où elle parle d'une grande opportunité professionnelle qui vient de lui échapper, à cause, selon ses mots, de fausses informations propagées par des personnes pleines de rancune. Elle ne me nomme pas, mais je sais. Je sais que la marque de compléments alimentaires n'a pas simplement rejeté sa proposition et ils lui ont envoyé une lettre lui expliquant exactement pourquoi. Il voulait être clair, il ne travaille pas avec des gens qui manquent d'intégrité. Dans sa story, Madison pleure, elle parle de la cancel culture qui détruit sa vie, de gens qui sortent les choses de leur contexte, qui propagent des mensonges. Mais elle n'obtient pas la compassion qu'elle espère. Les commentaires sont impitoyables. Les gens l'accusent de jouer à la victime, soulignent que tout ça, elle l'a provoqué elle-même. Son nombre d'abonnés passe sous la barre des 3000. Et c'est là qu'elle commet sa première vraie erreur depuis le live. Elle devient désespérée. Elle publie une longue story Instagram directement adressée à moi, me suppliant d'arrêter cette folie et de la laisser reconstruire sa vie. Elle pleure, son maquillage est complètement coulé, elle a l'air totalement brisée. Ryan, je sais que tu regardes ça, dit-elle à la caméra. Je sais que je t'ai blessé, et je suis désolée. Mais s'il te plaît, arrête de détruire ma vie. J'ai fait une erreur, et j'essaie de la réparer. Elle vient de me donner exactement ce dont j'avais besoin, une reconnaissance publique que je suis bien la personne derrière ces problèmes. Je capture la story avant qu'elle puisse la supprimer. Mais je n'ai pas besoin d'en faire plus. Ses propres abonnés s'en chargent dans les commentaires, attends, donc tu admets que tu l'as blessé, mais t'es en colère parce qu'il se défend? Meuf, t'as littéralement prévu de lui voler son fric, et tu t'étonnes qu'il passe pas à autre chose? Peut-être évite de balancer tes plans de croqueuse de diamants en live la prochaine fois. Madison supprime la story en moins d'1 heure, mais le mal est fait. Elle vient de montrer à tout le monde qu'elle n'est pas la victime qu'elle prétendait être. Mais moi, je n'ai pas terminé. Loin de là. Parce que Madison ne comprend toujours pas l'ampleur de sa trahison. Elle croit que tout ça tourne autour de l'argent, du mariage, de l'humiliation sur les réseaux sociaux. Elle n'a aucune idée que tout ça dépasse largement ses enjeux. C'est une question de justice. De m'assurer qu'elle ne pourra plus jamais faire subir ça à qui que ce soit d'autre. Et la phase 3 va être son pire cauchemar. Cela fait environ 6 semaines depuis le live, et la vie de Madison s'effondre de manière spectaculaire. Mais elle continue de se battre, continue d'essayer de se reconstruire, toujours sans comprendre que chacun de ses gestes me fournit plus de munitions. Elle a recommencé à sortir avec quelqu'un, un certain Derek qui travaille dans une concession automobile. Elle publie des photos d'eux ensemble, essaie de projeter cette image de fille épanouie, passer à autre chose, heureuse. Mais je vois bien la panique dans ses yeux. Elle cherche juste sa prochaine cible. Et c'est là que je réalise que je dois accélérer mon plan. J'ai été patient, méthodique, j'ai laissé ses erreurs s'accumuler. Mais je ne peux pas rester là à regarder pendant qu'elle risque de ruiner la vie d'un autre type. Il est temps de passer au nucléaire. Je commence par sa famille. Les parents de Madison sont des gens bien, qui n'ont absolument aucune idée de ce que leur fille est devenue. Ils m'avaient appelé après le live pour s'excuser, et j'avais été poli mais distant. Maintenant, je les contacte directement. Monsieur et Madame Peterson, je voulais faire suite à notre conversation du mois dernier.
J'ai découvert de nouvelles informations sur le comportement de Madison que je pense important de vous partager. Je les retrouve dans un café et je leur montre tout, les recherches financières, les conversations avec ses amis, la chronologie de sa manipulation. Je ne suis pas vindicatif. Je suis triste, déçu, comme un ami inquiet plutôt qu'un ex rancunier. Sa mère se met à pleurer en voyant le tableau Excel que Madison avait créé pour calculer mes revenus potentiels. Ce n'est pas la fille que nous avons élevée, répète-t-elle sans cesse. Ce n'est pas qui elle est. Mais la réaction de son père est différente. Il est en colère, mais pas contre moi, contre Madison. Elle a toujours été gâtée, dit-il à voix basse, toujours à chercher le raccourci facile. On pensait qu'elle avait changé. Il s'interrompt, fixant les preuves sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire, demande sa mère. Comment on peut réparer ça? C'est là que je joue ma carte suivante. Je pense que Madison a besoin d'aide professionnelle, je dis. Ce niveau de manipulation et de tromperie, ce n'est pas normal. Et je m'inquiète pour ce qu'elle pourrait faire à son prochain petit ami. Je mentionne Derek, je leur montre les photos qu'elle a postées récemment. Je les vois faire le lien. Leur fille est déjà passée à autre chose. Déjà en train de piéger sa prochaine victime. Il faut une intervention familiale, dit son père. Ça doit s'arrêter maintenant. Parfait. 2 jours plus tard, Madison publie une story disant qu'elle doit annuler ses projets du week-end à cause d'une urgence familiale. Mais son amie Emma laisse échapper dans les commentaires qu'il s'agit en fait d'une intervention. La semaine suivante, la présence de Madison sur les réseaux devient erratique. Elle publie moins souvent, et quand elle le fait, ce sont des diatribes pleines de colère sur les dynamiques familiales toxiques et les gens qui ne comprennent pas son parcours. Elle déraille, et tout le monde le voit. Mais je n'en ai pas encore terminé. Souviens-toi de cette adresse mail anonyme que j'avais utilisée pour contacter ses sponsors potentiels. Je m'en sers maintenant pour joindre d'autres personnes dans sa vie, ses nouveaux collègues à la salle de sport où elle bosse à mi-temps, son propriétaire, même Derek. Je n'envoie pas de menaces, rien de fou. Je m'assure juste que les gens aient accès à la vérité sur qui est réellement Madison. Le message à Derek est simple, « Salut, je ne te connais pas, mais je pense que tu devrais savoir certaines choses sur la fille que tu fréquentes. Elle a un passé de manipulation financière et de tromperie. Voici les preuves. » Je joins les éléments clés et j'envoie. Derek rompt avec elle 3 jours plus tard. La story Instagram de Madison ce soir-là est une descente aux enfers totale. Elle pleure, elle hurle que tout le monde est contre elle, que personne ne la laisse avancer dans sa vie. Elle parle de tout ce qu'elle a appris de ses erreurs, mais que personne ne veut lui donner une seconde chance. Mais voilà le problème, elle n'a toujours pas admis ce qu'elle a réellement fait. Elle est désolée d'avoir été prise. Désolée de subir les conséquences. Mais elle n'est pas désolée de la trahison elle-même. C'est là que je réalise qu'il est temps de lancer la phase finale. J'ai gardé en réserve mon arme nucléaire, en attendant le bon moment. Madison joue encore la victime, affirme avoir changé, insiste sur le fait que le live n'était qu'un moment d'égarement. Mais j'ai une chose qui prouve que ce n'était pas un simple dérapage. Quelque chose qui montre que c'est réellement qui elle est. Tu te souviens du dossier sur son ordinateur nommé Air Financial? Il y a quelque chose là-dedans que je n'ai pas encore utilisé. Quelque chose qui va détruire ce qu'il lui reste de crédibilité. Elle avait planifié tout ça depuis le début, pas seulement l'aspect financier, mais toute la relation. J'ai des notes qu'elle a écrites sur comment me séduire, des stratégies pour me faire tomber amoureux, un calendrier pour emménager ensemble, se fiancer, se marier. Elle m'a manipulé depuis le premier jour. Toute notre relation était un mensonge. Ce n'est plus seulement une question de vengeance. C'est une question de vérité. Il faut que tout le monde sache exactement qui est Madison Peterson. Et je suis sur le point de leur montrer. Cela fait maintenant 3 mois depuis le live. Madison pense avoir touché le fond. Son nombre d'abonnés est tombé à environ 1800. Elle bosse à mi-temps dans une salle de sport, vit toujours dans ce petit studio minable, et subit encore les répercussions de l'intervention familiale. Mais elle n'a aucune idée de l'enfer qui l'attend. J'ai gardé mon arme nucléaire en réserve, attendant le moment parfait. Ce moment arrive quand Madison tente de revenir sur le devant de la scène. Elle publie une longue vidéo émotive dans laquelle elle parle des leçons tirées de ses erreurs, de sa croissance personnelle. Elle décrit le live comme le point le plus bas de sa vie et affirme être déterminée à devenir une meilleure personne. C'est plutôt convaincant, elle a les larmes aux yeux, la voix tremblante, elle semble sincèrement repentante. Quelques personnes commencent à commenter avec bienveillance,
évoquant les secondes chances et la rédemption. C'est là que je lâche la bombe. Avec mon compte anonyme, j'envoie des captures d'écran à 3 des plus gros comptes de drama sur Instagram. Pas la vidéo du live, tout le monde l'a déjà vue, non, les vraies preuves. Celle qui montre que Madison avait prémédité sa manipulation depuis le tout début. Ses notes sur la manière d'obtenir un engagement émotionnel avant de révéler ses véritables intentions. Ses recherches sur mon type de personnalité et comment exploiter mon besoin de me sentir utile. Sa chronologie détaillée de l'évolution de la relation, avec des étapes minutieusement calculées. Elle me jouait depuis le premier rendez-vous. Les comptes de drama s'en régalent. En quelques heures, c'est partout, Twitter, TikTok, Stories Instagram, Threads Reddit. Tout le monde parle de Madison Peterson, la fille qui a transformé la manipulation en science. Mais je n'ai pas encore terminé. J'ai suivi les tentatives de Madison pour relancer sa carrière, et je vois qu'elle contacte des commerces locaux pour des opportunités de partenariat. Elle leur raconte que le live a été sorti de son contexte, qu'elle a tiré les leçons de l'expérience. Je leur envoie à tous le dossier complet, les recherches financières, les notes de manipulation, la chronologie de la tromperie. J'y joins une lettre d'accompagnement professionnel, expliquant que les schémas comportementaux de Madison laissent penser qu'elle traiterait probablement ses relations professionnelles de la même façon que ses relations personnelles. La réponse est immédiate, non seulement ils rejettent ses propositions, mais plusieurs d'entre eux transmettent mon mail à d'autres commerçants de la région. La nouvelle se répand vite dans notre ville de taille moyenne. Madison est désormais blacklistée de toutes les opportunités de sponsoring local. Mais le vrai chef-d'œuvre, c'est ce que je fais ensuite. Je crée un site internet. Rien de sophistiqué, juste une page simple, à l'apparence professionnelle, intitulée « La vérité sur Madison Peterson ». J'y inclus tout, le live, les recherches financières, les notes de manipulation, la chronologie de la tromperie. J'organise le tout de manière chronologique, avec des dates et des captures d'écran, présentées comme une étude de cas sur la manipulation émotionnelle et financière. Je ne donne aucun avis personnel, je ne l'insulte pas. Je présente simplement les faits, et je laisse chacun tirer ses propres conclusions. Ensuite, je fais quelque chose de brillant, j'achète des publicités Google. À chaque fois que quelqu'un tape « Madison Peterson influenceuse » ou une quelconque variante de son nom, mon site apparaît en premier résultat. L'effet est dévastateur. Les derniers abonnés de Madison commencent à tomber sur le site. Ces sections de commentaires se remplissent de gens qui posent des questions sur les notes de manipulation, les recherches financières, les preuves de préméditation. Elle essaie de répondre, prétendant que le site est du harcèlement, de la diffamation. Mais tout sur ce site est factuel, documenté, vérifiable. Ses propres mots. Ses propres recherches. Ses propres plans. Et puis elle fait son ultime erreur, elle publie une vidéo directement adressée à moi, me suppliant de retirer le site. Elle pleure, désespérée, complètement brisée. « Ryan, s'il te plaît, dit-elle face à la caméra. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais là, ça va trop loin. Tu es en train de détruire ma vie. » Elle a raison. Je suis en train de détruire sa vie. Systématiquement. Méthodiquement. Totalement. Je n'arrive pas à trouver un emploi, continue-t-elle. Je ne peux pas fréquenter quelqu'un. Je ne peux même plus aller faire mes courses sans que les gens me reconnaissent. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Mais arrête. La vidéo est partagée des milliers de fois, mais pas pour les raisons qu'elle espère. Personne ne compatit avec elle. Les gens sont sidérés par l'ampleur de l'exposition. Voilà ce qui se passe quand on s'en prend à la mauvaise personne, lit-on dans un commentaire. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides, dit un autre. Elle a littéralement documenté sa propre manipulation, et maintenant elle est surprise qu'on l'utilise contre elle. Le dernier clou dans le cercueil, c'est quand quelqu'un retrouve d'anciens posts de Madison sur les réseaux, datant d'avant notre relation. Des publications où elle parle de stratégie dans les relations, de comment être maligne avec les hommes, de sécuriser son avenir. Ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était un schéma. La réputation de Madison est complètement détruite pas seulement au niveau local, mais nationalement. Elle est devenue un exemple à ne pas suivre. Une mise en garde contre les dangers des réseaux sociaux. Contre les conséquences de la manipulation. Contre ce qui arrive quand on sous-estime la mauvaise personne. Son nombre d'abonnés tombe sous la barre des 500. Elle supprime entièrement son compte Instagram.
La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée vivre chez ses parents et travaillait dans un centre d'appel sous son deuxième prénom. Mais je n'en ai pas encore fini. Il me reste un dernier retournement qui va rendre toute cette histoire absolument parfaite. 6 mois après le livestream, la vie de Madison est complètement détruite. Elle a perdu sa présence sur les réseaux sociaux, sa carrière potentielle, sa réputation, son avenir. Elle est pratiquement inemployable dans tout poste en contact avec le public, et tout le monde dans notre ville sait exactement qui elle est. Je devrais me sentir satisfait. Je devrais avoir le sentiment que justice a été rendue. Mais je n'en ai pas fini. Parce que Madison ne comprend toujours pas. Elle pense encore que tout ça, c'est de la vengeance, que je suis amer, que j'ai surréagi à son livestream. Elle ne réalise toujours pas que ce qu'elle a fait était fondamentalement mal. Et moi, je veux qu'elle le comprenne. Alors quand elle me contacte une dernière fois, je décide de la rencontrer. Elle m'appelle depuis chez ses parents, en pleurs, me suppliant d'accepter un rendez-vous. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à me dire, quelque chose qui changera tout. J'accepte de la voir dans un café de l'autre côté de la ville, un lieu public où elle ne pourra pas faire de scène. Elle a l'air terrible. Elle a perdu du poids, ses cheveux sont en désordre, ses vêtements semblent sortir d'une friperie. Mais il y a quelque chose d'autre dans ses yeux, un regard calculateur, désespéré, que je reconnais. Elle essaie encore de manœuvrer. Ryan, dit-elle en glissant dans la banquette en face de moi, merci d'être venu. Je sais que je ne le mérite pas, je ne dis rien. J'attends. Il faut que tu saches, je suis enceinte. J'ai presque envie de rire. Félicitations. Qui est le père? Son visage s'effondre. C'est toi, avant que tout s'écroule. Je sors mon téléphone et lui montre une capture d'écran de mes résultats médicaux. J'ai fait un bilan après notre rupture, tout va bien, fertilité normale. Tu veux savoir ce que j'ai découvert d'autre? Elle me regarde, confuse. J'ai aussi fait un test ADN, au cas où ce genre de situation arriverait. Je glisse une feuille de papier sur la table. Il se trouve que toi et moi ne sommes pas génétiquement compatibles pour concevoir. Quelque chose à propos des groupes sanguins et des facteurs rhésus. En gros, une grossesse entre nous aurait été à haut risque et probablement vouée à l'échec. Elle devient pâle. Donc soit tu mens sur ta grossesse, soit tu mens sur l'identité du père. Laquelle est-ce? Elle ne répond pas. Elle est piégée et elle le sait. Voici ce qui va se passer, je continue. Tu vas arrêter de tenter de me manipuler. Tu vas arrêter de mentir. Et tu vas m'écouter pendant que je t'explique exactement pourquoi ta vie s'est effondrée. Elle pleure, mais je ne ressens aucune pitié. Pas après tout ce qu'elle m'a fait. Madison, tu veux savoir pourquoi j'ai détruit ta vie? Ce n'est pas parce que tu m'as blessé. Ce n'est pas parce que tu m'as humilié dans un livestream. C'est parce que tu es une prédatrice. Elle me regarde, choquée. Je ne suis pas. Si, tu le es. Tu m'as étudié comme une cible. Tu as analysé ma personnalité, mes finances, mes vulnérabilités. Tu as planifié une manipulation de 3 ans pour me voler mon argent et ruiner mon avenir financier. Ce n'est pas du simple opportunisme. C'est un abus émotionnel et financier systématique. Je me penche en avant. Et le pire dans tout ça? Tu étais fière. Tu étais tellement convaincue d'être brillante que tu t'en es vantée à des inconnus sur Internet. Elle sanglote, son maquillage coule sur ses joues. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je t'aimais vraiment? Non. Tu ne m'aimais pas. L'amour ne prévoit pas des stratégies de sortie. L'amour ne calcule pas des montants de compensation. L'amour ne fait pas des recherches sur comment infliger des dommages financiers à la personne que tu dis aimer. Je sors un dossier que j'ai apporté avec moi. Tu veux savoir ce qui m'a convaincu d'anéantir ta vie? Ce n'était pas le livestream. C'était ça. Je glisse une capture d'écran imprimée sur la table. Elle vient de ses notes, sur mon ordinateur, mais celle-ci était cachée dans un autre dossier. Un document intitulé « Plan de secours ». Son visage devient livide en le lisant. C'est exact, Madison. Ton plan au cas où je découvrirais ton stratagème. Option A, me convaincre que tout était un malentendu. Option B, m'accuser de violence financière et prétendre que tu te protégeais. Option C, tomber enceinte pour me piéger dans le mariage. Elle est incapable de parler. Tu avais des plans de secours en cas de découverte. Tu avais pensé à tous les scénarios, sauf un,
que je sois plus intelligent que ce que tu pensais. Je me lève pour partir, mais j'ai encore une dernière chose à dire. Tu veux connaître la vraie tragédie dans tout ça, Madison? Je t'aimais. J'aurais tout fait pour toi. Si seulement tu avais été honnête. Si seulement tu m'avais traité comme un partenaire, et non comme une proie. On aurait pu construire quelque chose de réel ensemble. Elle tente de me saisir la main, mais je la retire. Tu as choisi de me voir comme un imbécile à exploiter. Et maintenant, tu vivras avec les conséquences de ce choix pour le reste de ta vie. Je commence à partir, mais elle m'appelle. Ryan, attends. Je peux changer. Je peux devenir meilleur. Je me retourne une dernière fois. Madison, tu as eu 3 ans pour devenir meilleur. Tu as choisi d'empirer. Et maintenant, à chaque fois que tu penseras à manipuler quelqu'un d'autre, tu te souviendras de ce qui s'est passé quand tu as essayé de manipuler moi. Je la laisse là, effondrée, la tête dans les mains, comprenant enfin toute l'étendue de ce qu'elle a perdu. Parfois, les pires trahisons ne viennent pas d'ennemis, mais de ceux qu'on a aimés sans condition. Madison n'a pas seulement brisé un cœur, elle a tenté de détruire une vie en toute conscience, avec préméditation et orgueil. Mais elle a oublié une vérité simple, toute manipulation a un prix, et toute tromperie finit par se dévoiler. Ce qu'elle pensait être un jeu s'est transformé en sa propre chute, méthodiquement orchestrée par celui qu'elle croyait pouvoir exploiter. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. Et désormais, chaque fois qu'elle tentera d'enfiler un masque ou de rejouer ce scénario, elle se heurtera au souvenir de celui qui a refusé d'être sa victime. Parce que tôt ou tard, ceux qu'on prend pour des idiots peuvent devenir les architectes de notre ruine.